les ambassades, les chancelleries sont des nids à espions. On entre là-bas à l'intérieur pour écouter ce qui se dit parce que vous portez la voix du président. Pour parler aux Nations Unies, le président ne vient pas là tout le temps. Le président envoie des recommandations, passe au ministre des Relations extérieures et vous allez parler là-bas. Donc on peut vous espionner. Alors, mais si on vous veut du mal et qu'on n'arrive pas à vous avoir, on peut voir les photos de vos enfants ici. Vous ne marchez pas partout dans les métros, les trains avec vos enfants, même si vous avez des voitures, il faut les protéger. On a parlé comme ça, il me dit, monsieur, ce que vous me dites là est sérieux, je n'avais pas pensé. Il s'est levé, il allait prendre ce catalogue, il a remis à sa secrétaire, il dit, il faut changer ces photos-là. Il me dit, qu'est-ce qui vous a inspiré ça? Je lui dis, notre mission, nous, tous les fils d'Afrique, c'est de protéger nos parents que vous êtes, dans tous les domaines. Ceux qui sont dans la sécurité devront vous apporter quelques informations en passant. Ceux qui sont dans la science vont vous apporter une contribution. Ceux qui sont dans la technologie quelconque, dans la médecine et autres, chacun apportera quelque chose pour l'intérêt. Si j'étais un espion, avec un esprit dangereux, j'ouvre ça, je scanne les photos, je les filme, je les garde. Ça peut être utile un jour. Ça peut servir de chantage, ça peut servir d'une histoire inventée, parce que dans les réseaux sociaux, on invente tout. Et vous verrez la photo de vos enfants et de votre femme quelque part, vous dites, mais comment? On a pris ces photos-là où? On les a prises dans votre bureau, alors que c'est des photos de votre vie privée à la maison. Ce n'est pas forcément toutes les photos de la mission diplomatique ou bien des Nations Unies qui y sont. Parce que là, ça peut se justifier une photo des Nations Unies, puis de la mission diplomatique qui se retrouve. Voilà, c'était un lieu public. Bon, la photo s'est retrouvée. Mais si on trouve vos photos, votre femme assise avec vous, les enfants, et ainsi de suite, de la maison au bureau, faut protéger. Vaut mieux que quelque chose d'autre arrive. Ne donnez pas du grain à moudre aux espions. Il était très content. Alors, je vais vous raconter cette petite anecdote-là en passant. Que la Guinée équatoriale est un pays qui attire des vagues en guerre. Il faut éliminer le président Obiangema Teodoro par tous les moyens. Et en utilisant tous les moyens, ils ont plusieurs fois déjà tenté. Mais lui-même, il est à la base de ce qui lui arrive. Le renseignement. Il y a de cela quelques années, le président Obiang allait inaugurer dans un pays africain le centre de renseignement. Il allait inaugurer, parce que c'était lui qui avait financé ça. Centre de renseignement. Si vous posez la question au président Obiang aujourd'hui, qu'est-ce que nous a apporté ce centre de renseignement? Parce que ce n'était pas un centre de renseignement équato-guinéen, c'était un centre de renseignement pour l'Afrique. Il a donné beaucoup d'argent pour ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui? Puisque tout ce qui se passe, comme l'avait si bien expliqué la femme d'un ancien président, elle avait expliqué que la France vend les informations satellites au Cameroun. Un jour, les autorités camerounaises avaient sollicité la France pour dire voilà, nous voulons combattre Boko Haram. Alors nous avons besoin des images pour le positionnement de Boko Haram sur le terrain. Les autorités françaises installées au Tchad ont demandé au Cameroun de payer 50 000 € l'heure. Les autorités françaises ont demandé aux autorités camerounaises de payer 50 000 € l'heure pour avoir des informations. Oui, pour avoir ces informations-là, il fallait payer 50 000 € l'heure. C'est la femme d'un chef d'État qui raconte cette affaire. Mais c'est ça. Autre chose pernicieuse qui est très importante dans le fait qu'on veuille que... Je vais donner un exemple par rapport au Cameroun et Boko Haram. Très important. Ça permet de comprendre un autre élément. Pourquoi on veut que garder Idriss Déby? Il y a un deuxième élément assez fou. C'est-à-dire que le Cameroun, le Cameroun a une frontière avec le Nigeria, où il y a Boko Haram. Et Boko Haram fait des infiltrations au Cameroun. Et prend de surprise les gens et massacre les gens. Donc, les Camerounais se sont levés, leur état-major, ils ont déplacé beaucoup de moyens. Et ils sont arrivés, ils ont dit, l'opération Barkhane, elle est sur la frontière là, on vous sollicite pour des images satellitaires pour pouvoir voir les gars de Boko Haram et pour que nous aussi on fasse nos plans pour les éliminer. Maintenant les Français ils disent quoi? Ils disent ok, mais c'est 50 000 € l'heure. Ils répondent à l'état-major camerounais 50 000 € l'heure.
Mais les gars, ils disent, mais attendez, mais on ne lutte pas ensemble contre le terrorisme. Comment ça se fait? Comment on peut faire ça? Hein? Et donc, finalement, ils disent, non, 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 de toute façon, vous n'y arriverez pas. Laissez passer l'armée tchadienne. Ils disent que non. Mais on n'a pas envie de voir une armée tchadienne chez nous. On ne veut pas. Nous, on est capable de défendre notre pays. Et ils disent non. Donc, si c'est ça, vous casquez. Mais les photos, les images satellitaires, vous les payez aujourd'hui, demain, ça change. Et donc, mais vous allez, vous comprenez le déplacement, ce qui fait que c'était une façon de dire, on ne vous aidera pas pour ça. Donc, et laissez passer Idriss Déby. Et donc, les gens ont laissé passer Idriss Déby. L'armée tchadienne est rentrée au Cameroun et elle est montée vers le Nigeria pour aller attaquer les gens de Boko Haram. Maintenant, deuxième élément important, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au bout d'un moment, le Cameroun a amené un chèque à Idriss Déby. Ah ben oui, le ministre des Finances du Cameroun est arrivé au Tchad, il a donné un chèque. Donc vous voyez. Alors, la France elle-même, pour avoir des informations, tout ce que je vous dis là est documenté. Pour mener le combat en Libye, la France a eu besoin de renseignements satellitaires des Américains. Donc, ça veut dire que pour combattre le terrorisme en Afrique, la France doit prendre les renseignements au niveau des États-Unis et va les vendre aux Africains. Alors, la question qui se pose, avec tout l'argent que mon père, Obiangema, peut avoir, du pétrole qui sort de terre, avec tout l'argent que Paul Biya et Obiangema peuvent avoir, comment font-ils pour ne pas sécuriser leur pays? Ils diront qu'ils ont fait quoi quand ils ne seront plus de ce monde? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme impact? Aujourd'hui, les gens contrôlent la terre à partir du ciel, de l'espace. Nous sommes dépendants de tout et de tout. La communication, on ne la contrôle pas. La lumière, on ne la contrôle pas. L'eau que nous buvons, nous ne le contrôlons pas. Les gens viennent prendre notre gaz, le pétrole, ils s'en vont avec, ils nous donnent ce qu'ils ont nous donné. Et c'est avec ça que nous achetons les avions, les voitures de luxe, on se promène. On va vivre chez les autres. La Guinée équatoriale devait être plus riche que l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous les pays arabiques, les Émiratis. Parce que, en dehors du pétrole que ces gens-là ont dans les pays émiratis, nous avons le pétrole, plus la terre qui produit toutes sortes de choses en Guinée équatoriale. Toutes les richesses. C'est-à-dire, le père Obiang peut se lever aujourd'hui là, il va faire pipi dans un coin de maison. Quand il revient une semaine après, il a jeté un truc là, quand il a fini de faire pipi, un grain de maïs. Demain matin, il trouve un champ. Demain matin, il trouve un manguier. Demain matin, il trouve un citrouille. Tout ce que tu peux planter en Guinée va pousser. Donc notre terre est riche. Comment font nos parents pour vivre du mensonge? C'est vrai qu'on dit souvent que tout bon menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ou comment font-ils pour ne vivre que de ça? Ce monsieur l'avait dit qu'il est directeur de l'agence panafricaine de renseignement. Monsieur le Président, j'apporte une observation à la fonction, pas au père. Monsieur le Président, à Douala, au Cameroun, c'est le théâtre. C'est devenu le siège social. La drogue, les armes, la vente des organes, toutes sortes de drogues. On trouve ça dans des écoles. Les enfants fument dans des écoles. Les enfants se droguent dans des écoles. Et quand ils se droguent, ils se prostituent dans des écoles. Ça conduit à l'homosexualité. On couche avec n'importe qui dans des écoles. À Douala, à Yaoundé, au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, à l'est, au centre, partout. Mais nous avons un directeur exécutif de l'agence panafricaine de renseignement. A-t-il donné des renseignements à Paul Biya? Biya n'a pas écouté. Je n'en sais trop rien. C'était le même travail que faisait Amougou Belinga, aujourd'hui en prison. Comment faites-vous pour encourager de tels comportements? Comment faites-vous pour accompagner nos pays dans une telle humiliation? Le seul moment où on parlera de la Guinée équatoriale, c'est quand elle chasse les Camerounais. Elle chasse les autres Africains. On parle de la Guinée équatoriale dans les cas comme ça. Nous n'avons rien appris des années 90. Nous n'avons rien appris des autres. Nous sommes aujourd'hui à la ramasse. Les gens s'asseyent. On parlera de Donald Trump comme étant le mauvais président. Il va en guerre partout. Mais entre Donald Trump et mon père Biya, entre le président Donald Trump et le président Paul Biya, qui a déjà tué plus en Afrique? C'est Paul Biya.
c'est le président Biya. Avant que Donald Trump n'arrive, nous avons eu le temps de nous préparer. On n'anticipe sur rien. Nous sommes dans la neutralisation de toute personne qui peut penser. Je vous parle ici, en vous disant ce que je vous dis là, je suis déjà votre ennemi, parce que je vous dis des choses. En vous parlant ici, vous avez dit ce que je dis là, ça va faire de moi quelqu'un qui déteste le père Biya. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez les esbroufs, les manipulateurs et les menteurs. Paul Biya est pareil. Dans son gouvernement, il n'y a que 80% sont des gens, lui-même il avait dit, que j'ai nommé des gens comme des ministres. La plupart, là, il y a très peu de vrais ministres. Et vous savez qui fait la même fonction officielle dans le gouvernement de Paul Biya, monsieur le président, au Cameroun? Il y en a un au Cameroun. Mais lui, il est officiel, nommé par un décret. Il fait exactement dans l'esbrouf, comme Tagou vient de vous dire là. Il s'appelle Paul Atangandji. Il est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Mais quand vous avez vu le ministre des Finances parler là, vous n'avez pas vu Atangandji. Il est pourtant le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et la sécurité implique tout au Cameroun. La sécurité de ce que nous mangeons, la sécurité de ce que nous buvons, la sécurité de ce que nous portons, la sécurité de ce que nous disons, la sécurité de ce que nous écoutons, avec qui nous échangeons, la sécurité de ce qui rentre et de ce qui sort, la sécurité de tout, y compris de toutes celles de ceux qui rentrent chez nous comme étrangers. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu un théâtre d'exploitation de drogue. Le Cameroun est devenu un pays où toutes les drogues, ils passent par le Cameroun. Et il y a une enquête qui est en train de se suivre. Elle est mise sur place. Parce que demain, Tagou qui parle là, demain un jour il sera encore entendu. Parce que quand on porte un titre, il faut être sûr un jour qu'on va vous enquêter dans ce que vous dites. En tant que patron du renseignement, donc vous connaissiez que la drogue a circulé jusqu'en Côte d'Ivoire. Sachant très bien qu'il y a un monsieur qui était mort en Côte d'Ivoire. Il était Premier ministre. Il était accusé, à tort ou à raison, de connaître quelque chose passant par ces choses-là. Vous, en tant que patron du renseignement panafricain, que connaissez-vous de la circulation de drogue en Afrique? Ou vous connaissez, vous le direz, ou vous ne connaissez pas, vous avez fait dans l'imposture, dans l'usurpation d'identité, ou bien de fonction, ou bien de positionnement, or whatever it is. C'est ça qui nous a donc entraînés dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Le mensonge, la manipulation. Pendant ce temps, notre pays plombe. Et toutes les personnes qui ont essayé de faire des choses ont été neutralisées, voire tuées. Quand Kadhafi était mort, bon, je vais le dire autrement. Quand Kadhafi fut assassiné, parce qu'il n'était pas mort malade, il avait été assassiné. Le président Obiangema Teodoro était le président en exercice de l'Union africaine. Pour ceux qui ont peut-être oublié. Il avait décidé de prendre l'avion pour aller rencontrer son frère Muammar Kadhafi. Posez-lui la question, il vous racontera ça dans ses mémoires. Quand ils ont décidé de partir avec certains autres présidents, aller voir Kadhafi, Sarkozy les a appelés. Et si vous tentez de prendre l'avion, je vais faire bombarder l'avion. Personne n'a pu bouger. Mais ce qui me fait vous rappeler cette époque, cet événement-là, c'est qu'après ça, nous ne nous sommes jamais remis en cause. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne subissions pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Parce que vous avez l'air de ne pas le voir. Je vous ai parlé depuis des années de 1884 et de 1885. 1884, 1885, c'était le partage de l'Afrique qui avait eu lieu en Allemagne, où les Blancs s'étaient retrouvés autour d'une table et se sont partagés l'Afrique, où certaines personnes, des rois comme le roi belge, étaient propriétaires de tout le Congo. Le père Obiangema Teodoro n'était pas là. Le père Paul Biya n'était pas là. Moi, je n'étais même pas le soupçon du spermatozoïde de mon arrière-grand-père. Donc nous avons subi ça, l'esclavage, la traite des Noirs, toutes sortes d'humiliations et de manipulations. Plusieurs décennies, siècles après, nous y sommes. Nous qui n'étions pas là au début, nous sommes là en mesure de prendre des décisions. Que faisons-nous donc maintenant pour prendre de bonnes décisions, pour sécuriser notre pays et transmettre notre continent aux mains des prochaines générations pour ne plus subir ce qui est en train de se passer? Parce que vous regardez ce qui se passe avec Donald Trump, vous dites que non, c'est un va-t-en-guerre. Non, ce monsieur n'est pas fou. Donald Trump n'est pas fou. Donald Trump, il est sur la ligne droite de la politique des plus grandes puissances qui vivent des armes. Oui, monsieur, il n'a rien inventé. Donald Trump n'était pas là dans la guerre de l'Irak. Oui, monsieur. Les 5 grandes puissances, le président Obiang, lui qui était un homme très très cultivé et homme politique, il connaît que les 5 pays du Conseil de sécurité sont aussi les 5 pays producteurs d'armes. Donc plus
on produit des armes, plus il faut provoquer des guerres pour vendre les armes. Parce que ce qui se passe là, aujourd'hui avec l'Irak, il faut vider les stocks pour renouveler les stocks. Et l'État, aucun État ne produit les armes. Les armes sont produites, fabriquées par des sociétés privées. Et qui sont ces sociétés privées? Ce sont des sociétés privées qui financent les partis politiques ici aux États-Unis, en France et partout. Dassault, ce n'est pas une société d'État. Dassault en France, c'était une société d'un particulier. Aux États-Unis, ce sont des sociétés privées qui vendent les armes à l'État. Et ces gens-là financent toutes les campagnes. Que tu sois démocrate ou républicain, ils te financent. Mais maintenant, quand tu es au pouvoir, il faut bien que tu leur donnes des marchés. Tu ne vas pas leur donner des marchés, acheter des armes et les stocker là-bas, à ne pas les utiliser. Sinon, il n'y aurait plus de place aux États-Unis. Alors, il faut provoquer des guerres. Provoquer des guerres, il faut détruire les stocks. Détruire les stocks, c'est de tuer des humains, de tuer des gens. Vous verrez qu'en fin d'année, on vous fera comprendre que celui qui a plus vendu des armes cette année, c'est tel pays. C'est peut-être les États-Unis, c'est peut-être la Russie, c'est peut-être la Chine, c'est peut-être. Ils sont devant. Et vous parlez de guerre. Parler de guerre, la règle de stop à la guerre, c'est stop aux productions des armes. Et Dieu seul sait que c'est une industrie à nulle autre pareille. Allez regarder les budgets de l'armement dans des pays. On ne vous dit pas chaque année combien de personnes sont sorties de la pauvreté dans ce pays qui m'accueille. Je ne dirai jamais assez merci. Alors, vous ne verrez pas en fin d'année, comme l'année 2025, on vous dit cette année, tel nombre de populations, de millions de populations sont sortis du seuil de pauvreté et sont maintenant à tel niveau. La drogue bat son plein dans ce pays. La vente des armes bat son plein dans ce pays. On tue dans des hôpitaux, pom pom pom. On tue dans les universités, pam 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 pam. On tue dans les supermarchés. On tue dans des écoles, on tue dans les universités, on tue dans les parlements, on tue en route, jusqu'à devant la Maison Blanche. On tue même des présidents. Mais les armes sont toujours là. Parce que les armes ne vont jamais s'arrêter d'être fabriquées. Parce que c'est une industrie qui fait vivre des pays qui n'ont pas les ressources de la Guinée équatoriale. C'est une industrie qui fait vivre des pays qui n'ont pas la richesse du Cameroun. C'est une industrie qui fait vivre les pays qui n'ont pas la richesse de l'Afrique. Il faut profiter donc de fabriquer ces armes-là, venir les vendre aux Africains. On ne va pas vous vendre ces armes pour orner la maison. Non, on vous vend ces armes-là pour vous entretuer. Et pour vous entretuer, il faut provoquer les guerres, la détestation de l'autre. Alors, pendant que le monde est en train de se repositionner, de se redessiner à nouveau, nous sommes en train de nous diviser au lieu de faire un bloc. Comment pouvons-nous nous mettre ensemble pour mieux se protéger? Nous ne sommes pas là pour penser l'Afrique. Nous sommes là pour écouter des manipulateurs, des bluffeurs. Après avoir fait ce tour-là, on a serré les mains, on a mangé, on a fait des publicités, on a fait des publications, on est allé dans les réseaux sociaux, à la télévision, on a pris un peu de biens parce que le Père Obiang, il est bien généreux, c'est reparti pour un tour. Oui, le Père Obiang se reconnaît qu'il est généreux. Il a financé plusieurs télévisions. On a vu les Népalais, on a vu les Amourou Belinga, on a vu les Justin Tagou, on a vu beaucoup d'autres. Mais on se pose la question, qu'est-ce que vous allez nous léguer? Nos pays sont devenus des plateformes des autres, des Chinois, des Libanais. Je vous parle du Liban parce que l'accueil que nous accordons aux Libanais chez nous, parce que nous sommes un pays hospitalier, une terre hospitalière, une Afrique hospitalière, accueillante. En Guinée équatoriale, au Cameroun, partout on accueille. Au Liban, ce n'est pas ça. Au Liban, on ne nous accueille pas comme ça. Au Liban, les femmes chez nous, là-bas au Liban, mangent les restes de nourriture, dorment dans des toilettes, sont assassinées parce qu'elles revendiquent leur argent, sont des esclaves de maison. Je vous parlais de ça, pourquoi? Parce que quand Antonio était ici, je ne sais plus s'il est toujours là, je n'ai plus de nouvelles depuis, j'étais allé le voir avec une correspondance. Nos compatriotes africains avaient été arrêtés, prisonniers, esclaves dans des maisons, d'autres assassinés au Liban. Je suis donc allé voir un père, monsieur Antonio, et je lui ai exposé le problème. À cette période-là, le président Obiangema il avait un poste aux Nations Unies, parce que c'est les rotations. Je me souviens plus, mais il avait un poste aux Nations Unies. Il devait donc venir aux Nations Unies. Je lui ai dit, Excellence, c'est une bonne occasion de parler de la situation de nos compatriotes au président Obiangema qui arrive en tant que président exercice, je ne sais pas de quoi, aux Nations Unies en cette période-là. Il me dit, c'est bien, mais reparlons-nous le vendredi. Parce que je l'avais vu un mardi. J'avais noté ça parce que c'est les dates que j'ai dans ma tête comme hier.
Parce que moi, je suis un Africain dans le sang, dans la vie de tous les jours. Je ne veux pas que tu me parles du Cameroun quand je suis en face d'un Gabonais, d'un Centrafricain. Non, nous parlons d'Africains. C'est ça qui nous a divisés. On se retrouve, tu es où? Je suis de la Centrafrique, je suis du Gabon, je suis de la Guinée, je suis de la Côte d'Ivoire. Ah, moi je suis du Tchad. Ah, ben, bon, on se revoit les frères. Parce que je dois partir puisque je n'ai pas trouvé qu'il y a un Camerounais là. Quand il y a un autre Camerounais, oh mon frère, on est là. Tu vois que tu vas être concentré sur le Camerounais parce que j'ai vu qu'il y a un Camerounais là. Pourtant, il y a un Gabonais, Centrafricain, you know, un Tchadien, un Ivoirien, un Nigérian, un Équato-Guinéen, ainsi de suite. Ben, je me consacre là parce que j'ai trouvé mon frère. Après ça, on ne se parle plus, on s'en va. Il faut parler. Nous sommes ensemble. Alors je lui dis, il me dit, reviens me voir le vendredi. Le vendredi, j'arrive. Il me dit, je pense qu'on n'a pas besoin de parler de ça au président. Je dis, ah. Il me dit que non, il ne faut pas parler de ça au président. Il me dit ça comme ça. J'ai encore toute la note classée. Et je n'ai pas voulu le frustrer. Je suis rentré, je me suis posé la question que, mais, si nous ne parlons pas de nos problèmes à ceux qui nous dirigent, et que quand je vais voir le président, je lui parle peut-être que, président, je veux de l'argent parce que peut-être j'ai faim, parce que je veux faire la télévision, parce que je ne sais pas. Si nous ne leur parlons pas des problèmes qui sont les nôtres, si nous ne leur parlons pas des problèmes qui vont nous aider à nous imposer comme un peuple qui se respecte, nous parlerons de quoi à ce président? J'étais un peu choqué. À partir de ce jour-là, nos ponts se sont coupés. Je me suis rendu compte qu'on fonctionne avec des gens qui sont dans la talakou. Je n'avais pas besoin d'aller voir le père Obiang pour raconter des choses, pour faire plaisir, pour cirer les pompes, pour avoir 50 000 $ ou 100 000 $. Je n'ai absolument rien à cirer. Mais si je peux être utile pour la sécurisation de la Guinée équatoriale, pour la production de l'eau en Guinée équatoriale, pour l'enseignement en mathématiques, pour enseigner les sciences, pour enseigner la technologie, pour enseigner l'informatique, pour sensibiliser les jeunes. Si nous pouvons, chacun dans son domaine respectif, être utile en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, pour l'intérêt du continent, oui, je suis prêt. Mais allez demander, monsieur le président, vraiment, monsieur le président, vraiment, petit président, tu es le ciel, tu es la terre, tu es l'eau bénie, tu es l'eau salée, tu es le vinaigre, tu es, vraiment, on peut pas, jamais, papa, je ne ferai jamais ça. Jamais de la vie. Je veux rentrer dans l'histoire parce que je veux continuer le travail que Obiang Nguema a fait pour l'élévation de l'Afrique en termes de quelque chose. Qu'est-ce qui marche en Afrique aujourd'hui? Même en termes de football, nous sommes battus partout. La Guinée équatoriale arrive à quel poste? Le Cameroun arrive où? Nous sommes toujours dans des choses compliquées. La drogue, le sexe, les détournements, ceux qui veulent le pouvoir. Vous voulez le pouvoir, pourquoi faire? Vous voulez le pouvoir pour aller où? Quels sont les fondamentaux? Il faut vivre, il faut voyager, il faut monter dans les avions, il faut louer les avions privés, il faut faire ci, il faut faire ça. On est toujours dans les scandales à n'en plus finir. Pendant ce temps, les autres arrivent dans notre pays, les Chinois arrivent chez nous, ils s'installent. Ils viennent prendre le pétrole en Guinée équatoriale. Ils prennent le gaz, le pétrole au Cameroun. Ils s'en vont avec, vont développer leur pays. Mais nous sommes là pour nous sécuriser. Il faut qu'on aille chercher les gens qui viennent prendre les richesses en Guinée équatoriale pour développer leur pays. Pour qu'on sécurise la Guinée équatoriale, il faut aller chercher les Russes. Il faut aller chercher les autres, les Marocains. Il faut aller chercher les étrangers toujours. Mais que font les Équato-Guinéens? Que font les Camerounais? Que font les autres? 60 ans plus tard, nous ne sommes pas capables de sécuriser notre continent. On se neutralise. On n'est même pas capable de circuler naturellement avec un bout de papier qu'on appelle passeport. Entre nous, circuler. On ne se pose pas de vraies questions. On se neutralise. Pendant ce temps, quelqu'un comme Donald Trump arrive et vous dit, voilà ce que j'ai décidé de faire. Et il fait. Le troisième qui viendra, il ne vous dira plus ce qu'il va faire. Il va faire et vous allez exécuter.
Parce que Barack Obama et les autres, le Joe Biden, avaient un agenda. Le wokisme, c'est-à-dire la promotion des sodomifiants, les papa et les maman, les ngolo, hommes et hommes, et femmes. C'était ça leur agenda. Donc, on te dit, voilà, pour que le Gabon soit dans le Commonwealth, on vous demande d'aller légaliser ça d'abord. C'est-à-dire, on nous marche sur les pieds, on nous décide. Non, on vous dit, voilà ce que vous devez faire pour que vous soyez dans le Commonwealth. Le petit pingouin que j'avais d'ailleurs rencontré aussi ici, je l'avais rencontré dans l'hôtel Le Fossezon. Il a toute une fiche de propositions pour son pays. Je lui dis, oh Alain, mon cher frère, j'entre un peu partout là. J'observe, j'écoute ce que les autres font. Je note pour vous donner aussi, vous, nos parents, allez aussi penser comme ça. Allez faire. Allez voir ce que nous pouvons apporter d'une façon ou d'une autre là-bas. Voilà ce que j'ai suivi en termes de sécurité là-bas. Prends cette fiche ici. J'ai pris ça au département d'État. J'ai pris ça à la défense. J'ai pris ça à tel numéro, à tel bureau. Va aussi voir ce que tu peux faire. Mais non, ces gens-là ne pensent pas. Pour eux, il faut forcément appartenir au réseau là où on les a calés là-dedans. La suite, on connaît la fin d'Ali Bongo. On connaît la fin de son père. Il est mort en Espagne. Même le roi de l'Espagne n'a pas daigné se déplacer. Même le premier ministre ne s'est pas déplacé. Il n'a même pas fait un communiqué. Ça m'avait tellement fait mal quand j'ai écouté ça. Dans cette voiture sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone, le cercueil du président gabonais Omar Bongo. Jusqu'au bout, la mort du chef d'État s'est accompagnée d'une très grande discrétion ici en Espagne. Une cérémonie d'hommage très sobre d'à peine une demi-heure, sans la présence du roi Juan Carlos, ni celle du chef de gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero. Les autorités espagnoles n'ont d'ailleurs publié aucun communiqué de condoléances officielles. Jusqu'au bout, la délégation gabonaise présente ici est restée totalement silencieuse sur les causes exactes de la mort d'Omar Bongo, comme sur la question de sa succession. Sa fille, Pascaline Bongo, est rentrée dès mercredi soir à Libreville. Son mari, le ministre des Affaires étrangères Paul Toungui, a lui aussi refusé de s'exprimer devant notre caméra, ceci depuis le début de l'hospitalisation du président à Barcelone. L'hommage du peuple gabonais doit commencer dès ce jeudi. Mardi prochain, une grande cérémonie officielle sera organisée à Libreville en présence d'une vingtaine de chefs d'État étrangers. Voilà, là, c'était le président Omar Bongo, mort. Là où il a passé le temps, aller enterrer l'argent en Espagne. Ils ne se sont pas levés pour venir lui rendre un dernier hommage. Il a laissé beaucoup d'argent là-bas et il est mort. Personne n'est à l'aéroport. On n'a rien appris. Nous n'apprenons rien. On reprend les mêmes choses et on continue. Nous dépendons des autres. Les autres deviennent riches parce qu'ils viennent chez nous et nos enfants sont pauvres en Guinée équatoriale. Ils sont pauvres au Cameroun. Mais aucun Chinois n'est pauvre. Ils font semblant de l'être en Afrique, mais il faut aller voir les maisons que les Chinois construisent chez eux, alors qu'ils viennent prendre en Guinée équatoriale. Les enfants de la Guinée équatoriale, beaucoup vivent dans des conditions très compliquées. Mais aucun Chinois qui vit en Guinée équatoriale n'est pauvre. Aucun Chinois, aucun Libanais, aucun étranger là-bas n'est pauvre. Les gens qui sont pauvres sont les Africains qui sont chassés là-bas. Alors vous voulez qu'on fasse quoi? Nous sommes à la merci de ceux qui vont contrôler ce monde demain. Et nous sommes en même temps une honte parce que nous ne sommes pas capables de nourrir Kwame Nkrumah. Nous ne sommes pas capables de nourrir les Nelson Mandela. Nous ne sommes pas capables de nourrir les Omniobe et les autres, de Patrice Lumumba. Nous sommes des mangeurs et des jouisseurs. Et si nous ne faisons rien dans 30 ans, la Guinée équatoriale n'existera plus. Le Cameroun non plus n'existera plus. Oui, ces pays-là vont disparaître parce que les présidents ont passé leur temps aux éloges à accepter qu'on vienne mentir. On vient leur dire tout et n'importe quoi. Patron, directeur exécutif de l'agence panafricaine de renseignement. Toujours des titres ronflants, des titres, waya waya. À la fin, le résultat, si vous me posez la question, Nouma, qu'est-ce que tu as déjà fait? On est capable de chercher mon parcours, de le regarder, de le tracer dans ce que je fais. Si je te dis que je suis militaire tireur d'élite, je suis dans le renseignement. Je te dis là où j'ai travaillé. Je te dis ce que j'ai fait. Je te dis ce que là où j'ai été formé. Je te donne ici et en Europe et au Cameroun. Tu peux dire, ok, essayons un peu.
Mais quand on peut nommer à Paul Atangandji, secrétaire général du Conseil permanent de sécurité au Cameroun, il n'a jamais été scout. Les scouts là, les petits qui marchent parfois avec les petites chemises vertes là et le short kaki. Mais on le nomme à un poste. En dehors de ça, il est le ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce qu'on a dit au président Paul Biya pour aller prendre un individu comme ça? Qu'est-ce qu'on dit au Obiangema pour qu'ils acceptent des choses comme ça? La plupart des patrons de renseignement camerounais ont passé leur temps à donner des faux renseignements pour rançonner le président Obiang. Je vous parle des patrons de renseignement vrais. Je ne vous parle pas des directeurs exécutifs Waya Waya. Je vous parle des vrais. Et voilà les conséquences. Quand vous confiez vos pays entre les mains des personnes qui vous disent faire de la sécurité, les conséquences, c'est que votre pays devient un pays facilement perméable à souhait. Vous devenez un pays comme ceux-là qui ont pensé que c'est un pays devait les protéger jusqu'à ce que l'Iran les bombarde et que ces pays-là ne puissent rien faire. Parce que pendant qu'on parle de l'Iran, ce pays perse, qui a une civilisation de plus de 2500 ans, a passé son temps à travailler, est mis en embargo, mais tient tête à l'Amérique. Nous, en Guinée équatoriale, nous allons tenir tête à qui? Quand on arrache nos biens en France, comme l'a fait Emmanuel Macron, enfin, comme le font les présidents français. On arrache nos biens, on n'est même pas capable. Et nos avocats sont encore les avocats français à qui nous donnons de l'argent. Ouais, qu'avons-nous fait pour mériter ça? C'est-à-dire, nous sommes un continent paradis. Le paradis sur terre, c'est la Guinée équatoriale. Le paradis sur terre, c'est la Guinée équatoriale. Le paradis sur terre, c'est le Cameroun. C'est-à-dire, le pape qui va venir dans quelques jours là, il voyage comme ça là. Il quitte l'enfer pour aller au paradis. Oui, nous sommes le paradis. Le pape quitte l'enfer pour aller au paradis. Mais quand il arrive au paradis camerounais, il vous dit, vous regardez le ciel, priez, tout ce que vous voulez, vous allez le recevoir quand vous irez au ciel. Mais lui qui quitte l'enfer, il vient prendre ce qu'il y a sur terre, le paradis du Cameroun, le paradis de la Guinée équatoriale. Il prend ce qu'il y a là-bas, l'or, le diamant, et il prend les terres. Il repart avec ça. Pendant ce temps, on a des toises au Kokolanezamba. Tous les jours, anti-zamba, anti-zamba, ma colonisée, Nyama, Anna Maria, Nyazamba, Kolana Subio, oh, Jésus-Christ est monté, Jésus-Christ est descendu. Le pape lui vient, il ne rentrera pas là-bas manu. Il partira du Cameroun avec au moins 50 milliards. Au moins. Oui, monsieur. Non seulement vous vous occupez de sa sécurité, vous payez des personnes pour porter les machines. Les ministres ne doivent pas travailler ce jour-là. Oui, vous êtes là pour aller recevoir le pape. Que tu sois musulman, que tu sois whatever, vous êtes là pour aller recevoir le pape. Pays pauvre très endetté. Mais le pape rentrera là avec les sacs pleins d'or et d'argent, les poches pleines, le boubou plein. Il repart. Et vous êtes encore plongé là, dans le besoin du manque d'eau, du manque d'électricité, se soigner. Alors que le pape, il n'y a aucune maison aussi menue et équipée au monde que la maison du pape. Alors que le pape ne produit rien. Le Vatican n'est producteur de rien. Tout ce qu'ils prennent, ils prennent en Afrique et un peu, une petite partie dans d'autres continents, dans d'autres pays. Mais l'Afrique, qui fait briller la maison du pape comme ce que vous voyez là, les enfants là-bas en Afrique vivent dans le noir. Ils vivent avec des menteurs du renseignement. Il n'est pas seul, il y a un autre là qu'on appelle Zéphirin Koloko. Son dossier est arrivé ici. Zéphirin, c'est toujours le même menteur. Ils vivent dans l'esbrouf et le mensonge. Ils construisent. Quand vous entendez Zéphirin Koloko,
président de je ne sais pas le trop quoi, des journalistes de whatever. J'ai des budgets. Tu te poses la question que cette structure-là sert à quoi au Cameroun? Elle sert à quoi? Ce sont les mêmes personnes comme les Amourou Belinga, vivent du mensonge et de la manipulation. Les Justin Tagou vivent de la manipulation et du mensonge. Tout récemment, Justin Tagou, à force de mentir et de dire tout et n'importe quoi, il est arrivé ici aux États-Unis, on l'a arrêté à l'aéroport. On l'a renvoyé au Cameroun. On dit aussi, tu te remets encore tes pieds ici. Parce qu'ils sont restés là sur place, ils ont écouté tout ce qu'ils racontent dans les médias et tout ce qu'ils se racontent à gauche, à droite là. Ils ont eu le temps de l'écouter. Ils lui ont donné le visa. Il est arrivé ici là. Pam! On l'a bloqué ici pendant des heures et des heures. Il a dit, ok, pas, ne reviens plus ici. Vous voyez un peu? C'est une humiliation pour nous de vivre dans un tel mensonge chaque jour. C'est une humiliation pour nous de vivre dans de telles manipulations chaque jour. Parce que demain matin, quand Obiangema ne sera plus là, Paul Biya ne sera plus là, les mêmes personnes, on leur posera la question, mais vous qui côtoyez, vous qui avez côtoyé Obiangema, non, il n'écoutait pas, il écoutait qui? On parlait seulement là-bas, on se parlait, non, de toute façon avec lui, il n'écoute personne, Paul Biya n'écoute personne. Mais vous faisiez quoi chaque fois avec eux? Donc, quand ils vous donnaient de l'argent là, pourquoi vous n'avez jamais refusé pour dire, voilà, je refuse l'argent de Biya, je refuse l'argent de Paul Biya parce qu'il ne m'écoute pas? Parce que tout bon menteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Alors, à force de vivre comme ça, les gars ne pensent plus, passent plutôt le temps à développer de nouveaux canaux de mensonges. Et ça se fait toujours avec la collaboration des gens qui sont autour. Vous vous rendez compte donc que pour tuer un président, on passe toujours par ses collaborateurs qui passent par des gens comme ça. Parce que quand le président donne l'argent, il y a ceux qui sont autour qui ont facilité des rencontres bidons comme ça. Oh, prends aussi, prends aussi 2 millions parce que le président, non, prends aussi. Mais le peuple, elle attend le résultat. On ne va pas regarder Tagou, on va regarder le président. On ne va pas regarder Tanganji, Paul Tanganji, on va regarder Paul Biya. On ne va pas regarder Amourou Belinga, c'est Paul Biya qu'on va regarder. Mais Amourou Belinga, Justin Tangoui, Paul Tanganji, Justin Tagou, les Maxime Eko, ont passé leur temps à vendre des fausses informations et à se faire de l'argent, à plonger le peuple, par conséquent, plonger le président de la République. Résultat des courses, ils sont en prison. Le patron du renseignement camerounais est en prison pour mensonge, crime, manipulation. Maxime Eko. Il donnait des informations à Amourou Belinga. Justin Tangoui, il donnait des informations à Amourou Belinga. Qui est Amourou Belinga? Amourou Belinga est un homme au quartier qui se dit être un homme d'affaires, qui insulte le président de la République. Oui! Insulter le président de la République, c'est insulter son représentant, l'ambassadeur, insulter sa femme, insulter le patron de la police, insulter le patron adjoint de la police, son secrétaire général, insulter le conseiller spécial de Paul Biya, humilier sa femme, l'enregistrer. Alors, quand on est dans le renseignement, quel est l'intérêt d'enregistrer, c'est-à-dire mettre dans ta tête d'enregistrer la femme d'un patron du renseignement et publier. Et que quand tu as fini de faire ça, un président étranger va te faire confiance. Qui te dit que tu ne vas pas enregistrer la femme de Obiangema? Qui te dit que tu ne vas pas enregistrer son fils? Qui te dit que tu ne vas pas l'enregistrer lui-même? Pour faire chanter, pour faire aller raconter tout et n'importe quoi. Parce que vous le faites déjà dans votre propre pays. Vous ne vendez pas bien l'image du Cameroun. Vous la vendez d'ailleurs très mal. Quelle expertise pouvons-nous donner en tant que patron de sécurité à l'extérieur? L'autre jour, nous sommes sortis derniers dans une compétition de loisirs. Hein? C'est une compétition de prestige. Ça s'est passé à Dubaï. 103e sur 109. Dernier. Je pense même que ceux qui sont sortis après nous, là, ce sont ceux qui ne sont pas venus. Parce que s'ils étaient présents, je pense que nous serons totalement derniers. 103e sur 109.
C'est-à-dire nous avons des problèmes de déplacement, problèmes de tir, problèmes de rapidité. Les gens pèsent beaucoup de couscous, beaucoup de mensonges dans le corps, ne sont pas habiles avec les armes, mais pour tuer les enfants avec des chars, ils sont les premiers au quartier. Pour aller mentir en Guinée équatoriale, nous sommes les premiers. Pour aller mentir au Tchad, nous sommes les premiers. Pour aller mentir en Centrafrique, nous sommes les premiers. Mais une petite compétition, nous sommes derniers. Mais nous avons des patrons du renseignement. Alors le renseignement, je vais t'expliquer. Le premier agent de renseignement d'un pays, c'est le peuple. L'agent assermenté, c'est l'homme en tenue. L'agent assermenté, c'est celui qui est en civil, qui fonctionne dans le renseignement et de façon subtile. Il y a ce qu'on appelle les honorables correspondants qu'on peut prendre. Parce que si on te dit que le FBI, par exemple, je donne un exemple, a 1000 agents. Le FBI travaille avec 1 million d'agents. Officiellement, ils ont 1000, n'est-ce pas? Mais ils travaillent avec 1 million. Ils travaillent même avec des Chinois en Chine qui espionnent pour eux, ils sont payés. Ils sont partout pour avoir le renseignement. Nous sommes où? Nous faisons le renseignement de la mangeoire, le Congossa. Comme je parle là maintenant, on ira dire au Biangima que le gars Fang là, c'est un gars Fang, c'est un petit bonanga. Monsieur le Président, il a mal parlé de vous, hein? Voilà notre renseignement. On ne dira pas que qu'est-ce que ce gars a dit de fond dans ce qui se passe. Oui. L'Iran fait le renseignement. La Russie fait le renseignement. L'Amérique fait le renseignement. Israël fait le renseignement. Oui, monsieur. La France fait le renseignement. Et le renseignement a d'abord pour but de se protéger à l'intérieur, comment connaître la menace extérieure, et connaître la menace extérieure, comment la neutraliser. Le renseignement sert à ça et c'est dans tous les domaines. Est-ce que vous savez que les voitures électriques ont eu un retard en France? Pourquoi? Parce qu'il y a eu vol de technologie. Les espions, les voleurs de technologie ont volé la technologie d'un industriel français. Yes. C'est à ça que sert le renseignement. Est-ce que tu sais que quand il y a un problème avec des opérateurs économiques vrais, c'est le patron du renseignement qui réunit les opérateurs économiques pour les apprendre le système de protection des ordinateurs. Comment protéger leurs ordinateurs? Vous avez souvent vu ça en France. Quand il y a un problème qui se passe en Amérique, une attaque cybernétique, c'est le FBI qui réunit les chefs d'entreprise pour donner des recettes, comment faire, pour les aider. Parce que plus ces sociétés-là sont fragilisées, l'Amérique est fragilisée, l'économie est fragilisée. Mieux ces sociétés-là se portent, mieux le renseignement se porte. Parce qu'il faut neutraliser la menace à partir de l'extérieur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les hackers. Nous nous servons à quoi, mes chers amis? Arrêtons ça. C'est fatigant, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons pas être chassés des États-Unis, chassés en France, chassés d'Angleterre. L'Angleterre même dit qu'il ne donne plus les visas étudiants et travailleurs au Cameroun. C'est sorti hier. Je pense que le patron du renseignement de la panafricaine n'est même pas encore au courant. Mais nous sommes dans le mensonge. Arrêtez ça, arrêtons ça. Travaillons pour sécuriser le continent. Nous allons apprendre partout à l'étranger. Pour servir qui? Pour servir quoi? Nous accumulons des connaissances partout pour servir le continent. Travaillez avec vos enfants qui ont l'expertise. Si Tagou est bon dans la communication, que c'est un bon commerçant, travaillez avec lui dans son domaine. Si Tagou est bon dans le domaine relationnel, il a un contact facile, travaillez avec lui dans son domaine. Ne travaillez pas avec lui dans le domaine où il va vous endormir. Pendant ce temps, quand vous aurez besoin des gens dans le domaine qui dit être, vous irez chercher des Libanais, vous irez chercher des Russes, vous irez chercher les Chinois, les Américains ou bien les Français. Alors à quoi servons-nous? Vendez la Guinée équatoriale, vendez ça à d'autres pays et puis soyez des employés.
Vendons le Cameroun et soyons des employés des Chinois et des Libanais. Arrêtons de dire que nous sommes Camerounais, nous sommes Équateur-Guinéens, nous sommes Ivoiriens, alors que nous ne faisons rien chez nous qui puisse nous être utile à nous-mêmes. Ce sont les autres qui viennent travailler pour nous. Oui, monsieur. Au Cameroun, je vous parle là, au Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays au monde où tous les militaires camerounais, officiers ou presque, sont formés dans tous les pays à l'international. Est-ce que vous comprenez ça? Mais au Cameroun, les forces spéciales chez nous sont commandées par un étranger qui commande même les généraux. Oui, monsieur, vous voulez gagner quelle guerre? Nous voilà dans le Nozo depuis 2016, on tue. Les présidents africains ne se sont jamais assis pour poser la question que mais les enfants qu'on tue dans le Nozo là, que pouvons-nous faire pour que cette guerre s'arrête? Non. Il faut se réunir pour combattre l'AES. Il faut se réunir pour affamer les enfants de l'AES. Voilà des pays qui se mettent d'accord pour vivre ensemble, pour aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas. L'Amérique fait des guerres pour aller chercher ce qu'elle n'a pas suffisamment. Le pétrole, le gaz. Elle va faire des guerres là où elle n'a pas la possibilité d'obtenir. Ça part des accords qui lui sont favorables. Oui, monsieur. Mais nous avons ça. Nous nous détestons. Nous nous neutralisons. Nous nous entretuons. Et nous donnons ça aux Libanais. Nous donnons aux Chinois. Et nous avons quelques pièces qu'on nous donne. On est content. Après, quand nous sommes malades, ces gens-là nous chassent comme ils ont chassé Mobutu. Ces gens-là nous chassent comme ils ont fait avec Bokassa. Ces gens-là nous tuent comme ils ont tué Kadhafi. La liste est longue jusqu'à l'infini. Mais on s'entretue entre nous. Après, on vit comme des mauvais esprits. Comme Blaise Compaoré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous abandonnons la terre de toutes les richesses pour aller vivre ailleurs. Parce que nous avons suivi les autres en tuant les nôtres. Les autres sont mieux installés chez nous que nous-mêmes. On me chasse en Guinée équatoriale. On me fait partir parce que je suis africain. Alors que alors que les Chinois sont là-bas. Alors que les Libanais sont là-bas. Alors que les étrangers sont là-bas. Mais les Noirs, les Camerounais sont mis dans les cartons, dans les camions, dans les chaussures, dans les bateaux. On les chasse chez eux. Allez là-bas. Voilà notre vie. Comment voulez-vous que les autres nous respectent? Parce que nous sommes habitués à des menteurs comme ça là. Comme à Mogo Belinga. Nous sommes habitués à des menteurs, des manipulateurs, les Zéphirin Koloko. Nous sommes habitués à des menteurs, des manipulateurs, des Justin Tagou. Ils sont comme ça. 43 ans au pouvoir au Cameroun. Vous pourrez dire aujourd'hui que qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent du pétrole, avec l'argent du gaz? Qu'avons-nous fait? Oui, monsieur, posons-nous des bonnes questions. Qu'avons-nous fait avec cet argent? Vous vous souvenez de l'affaire qui a mené le Cameroun en justice en Angleterre, l'affaire du pétrole? Non, arrêtons, travaillons. Nos parents sont fatigués. Le message que je passe là, c'est tellement le père, ou bien on ne pourra pas l'écouter parce qu'il est long, il est fatigué, le père a beaucoup d'autres choses à faire. Mais j'ai toujours le mérite de parler. Et ce que j'ai dit ici, sans être prophète, se réalise toujours. Nous ne vivons avec l'argent de personne. Nous vivons parce que Dieu nous donne le souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie-là qui nous aide. Et je suis content chaque jour qui passe. Parce que chaque jour qui passe, ce que nous disons ici se réalise toujours au tard. Pas parce que nous sommes des prophètes, mais parce que nous sommes des enfants qui avions développé ce sens d'anticipation des choses. Nous avons appris que les autres. Nous parlons ici pour partager avec les nôtres. Si les nôtres n'ont pas pu nous exploiter, voilà, nous continuons à travailler pour sensibiliser la prochaine génération. Soyez fiers de ce que vous êtes. L'Iran est ce qu'elle est parce que c'est le transfert de technologie depuis le bas âge. C'est une vieille civilisation. Plus de 2500 ans, ces gens-là existent. Alors ceux qui étaient là à l'époque, il y a 2000 ans, ne sont plus là. Mais les petits-enfants résistent. Ils continuent de se développer. Mais chez nous, on fait le transfert de la méchanceté, le transfert du vol, le transfert des viols, le transfert du Congossa, le transfert du mensonge, le transfert de la manipulation, de la corruption, des crimes. Après, le transfert de la vente de nos richesses bazardées, on va manger des caca à Dubaï, porti-porta, ou porta-porti, ou whatever. Voilà ce que nous faisons. Et quand nous avons besoin de sécurité, on ne va pas s'appuyer sur nous autres, sur nous-mêmes. On va aller chercher des Libanais, des Russes, des Chinois et les autres. Oui, monsieur. Parce que tu ne te sens pas en confiance avec tes propres compatriotes. On ne nous a pas appris à nous aimer. On nous a appris à se méfier de nous-mêmes entre nous. On nous a appris à respecter l'étranger parce qu'il est blanc. Oui, monsieur. J'avais gagné un marché un jour dans un pays africain que je vais taire le nom parce que bon, le président de ce pays-là, il est mort, je respecte sa mémoire. Je produis une expertise d'un projet, je l'envoie moi-même. Je me dis, bon, je suis un Africain, on va me croire. Je produis mon expertise, j'envoie. J'attends 1 mois, j'attends 2 mois, j'attends 3 mois. Un jour comme ça, tu tombes entre les mains
du directeur du cabinet du président, je parle avec lui, je discute avec lui, son secrétaire. Il me dit non, on a reçu, on va te revenir, vraiment. C'est le président, on a reçu, ne t'inquiète pas, mais on a vu c'était un très très beau travail, on va te revenir. Je dis, wow, merci beaucoup, merci, c'est gentil, c'est gentil. J'attends encore, j'attends. Au bout de 9 mois, une idée me vient en tête. Il dit, ok, je vais agir autrement. Je suis allé prendre l'un de mes amis blancs. Je dis, ok, dans cette structure, je ne lui dis pas ce que je vais atteindre. Hein. Je dis, dans ma structure, comme j'aime beaucoup, je vends l'eau. Je suis dans la sécurité, je m'avais formé des personnes en Haïti et autres. Donc, je n'aurai pas le temps de gérer ce projet. Je te nomme donc directeur adjoint de cette structure et tu vas mener ce projet. Donc, tu prends ce projet-ci et je te paie le transport, tu vas en Afrique, tu vas le remettre là-bas. Tu restes là-bas pendant au moins 1 mois. Aussi longtemps que tu n'auras pas de résultat, ne reviens pas ici aux États-Unis. J'écris la lettre, il met son nom en bas, il signe, il a ses cartes de visite, il a tout, la société est légale, tout est propre, il y a le compte bancaire, tout est net. Il s'habille bien, tu sais, le blanc ici, lui, t-shirt, sneakers dans le tennis, il porte un sweatshirt avec la casquette, avec un chapeau dessus. Ça, c'est la tenue de l'homme. Là, tu vas en Afrique, là. Il faut que je vais te relooker. J'ai appelé mon compatriote que vous connaissez, qui vend les costumes, qui m'habille d'ailleurs, Nicolas Massé. Je lui ai dit, envoie-moi 15 costumes. J'ai payé 15 costumes à la taille de mon nouveau directeur. Je l'habille. Des chemises, tout. Je fais des paires de chaussures. Un petit parfum là. Voilà. Voilà l'argent. Ton billet d'avion est là. Tu vas rester là-bas pendant 1 mois. Aussi longtemps que tu n'as pas de résultat, ne viens pas ici. Le gars est allé là-bas. Attention. Tu n'as pas le droit de regarder une fille. Ne va pas chercher les filles là-bas. Parce que tu n'es pas allé là-bas pour les filles. Parce que tu vas en mission. Reviens ici avec le résultat. Sinon, tu vas continuer ici à vivre des allogements, des allocations familiales. Alors, je te donne l'occasion de ne pas vivre de l'allocation familiale, mais de vivre avec un pourcentage d'un marché que tu vas gagner. En dehors de ton salaire de base. Ok, vas-y. Dans le numéro de téléphone, il a déposé le courrier ici à l'ambassade que nous avons déposé. Tant que le courrier suit son cours, il était déjà là-bas. Il arrive là-bas, il va déposer le dossier. Il dit qu'il est venu spécialement pour ça, il donne sa carte de visite. Il dit que voilà, il va attendre quelques jours pour rentrer, jusqu'à ce que le président le reçoive, si c'est possible. Il a invité, dès qu'il a déposé son dossier, il est parti. Quelques 48 heures après, c'est le responsable du cabinet qui l'appelait. Il dit que non, mais on veut vous voir, vous pouvez venir rapidement. Il arrive, bien habillé, bien sapé, et ainsi de suite. Il présente le dossier, il parle. Non, le dossier, c'est un très très bon dossier. C'est un très très bon dossier. Je pense que c'est un dossier qui peut être utile. Le président, ça va accompagner la politique environnementale du président. C'est un problème, c'est un très bon projet. Oui, je pense que vous allez rencontrer le président. On va vous appeler. Vous repartez quand? Non, je peux repartir à tout moment. Dès que le président me reçoit, on verra ce que ça peut donner. Et puis ça va se faire. Ok, on vous rappelle. Le soir même, il a invité le directeur à manger dans un restaurant. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont échangé, ils ont machin, tout le tralala. Il est rentré. 72 heures plus tard, il était reçu par le président. Moi, Africain, 9 mois, je n'ai pas été reçu. Le gars n'a pas fait 1 semaine, il a été reçu blanc. Il est arrivé là-bas, il a présenté le projet. S'il avait été bien briefé, il a présenté le projet. Voilà comment le contrat est signé. Parce que j'ai mis un blanc devant. Il est rentré. Le projet a été exécuté, très bien exécuté. C'est après, c'était au mois de septembre de l'année qui suivait, que lui, moi qui devais l'amener
aller voir le président de mon continent, dans mon continent, l'Afrique, de ce pays-là, et en Afrique, c'est lui plutôt qui était devant. Au mois de septembre, tous les chefs d'État sont ici. Donc le président de ce pays-là était là. Nous sommes partis. Il a rencontré le directeur du cabinet, il a discuté avec lui, il a dit voilà, je suis même avec le patron de la compagnie. Ah! Monsieur Noma, c'est vous? Mais dis-nous, ça ne s'est pas fait depuis très longtemps. Oh là là! Mais tu es toujours bien habillé, pas? Mais dis donc, donc ta veste là, mais dis donc, tu la prends où là? Mais dis non, il faut quand même que tu me montres ton. Bon, c'est comme ça les Africains, quand on se retrouve toujours, on a des petites vannes comme ça là. Je dis aussi, mais ton boubou là, vraiment, je pense que c'est avec ça que je vais rester. On plaisante comme ça, mais sous forme d'hypocrisie. On rit, on se tapote, on sourit, en plein, on rit, mais sous forme d'hypocrisie. Moi, je ne suis pas content. Lui, il est hypocrite avec moi. Voilà un blanc qui vient me présenter mon frère, et c'est moi qui envoie le blanc. Ce blanc qui veut dire que voilà, je te présente le patron de notre compagnie. Je dis, mais comment je connais Patrice, je le connais. On se connaît, mais on se connaît. Mon dossier a fait dans ton bureau 9 mois. Il a fallu que je passe par un blanc pour que tu me reçoives, pour que le dossier soit signé. Mais bon, je n'ai pas relevé tout ça. Je lui ai dit, bon, merci beaucoup, merci de nous avoir... Je suis aussi rentré dans le même style de l'hypocrisie. Merci de nous avoir reçu mon partenaire, mon collaborateur. Mais vraiment, vous avez été content du... Non, ça a été très bien. Ouh, vous avez fait un travail exceptionnel. C'est la bonne matière. Le travail a été très bien fait. C'était exceptionnel. Ok, d'accord. C'est ton frère. C'est ton frère. Donne-moi ta main. Je donne la main. Tu vois la couleur là. C'est la même couleur. C'est ton frère. Je sais que parmi nous, il y a des méchants, il y a des escrocs, il y a des bandits. Mais apprenez à faire confiance à ceux qui sont bons. C'est ton frère. Ce monsieur travaille pour moi. Ce qu'il est venu faire, il ne connaît absolument rien. Rien. Je le dis devant lui. Dans le domaine pour lequel il est venu, il ne connaît rien. J'ai poussé ce monsieur devant en l'utilisant comme un appât. Il ne connaît pas ce qu'il est venu faire. Mais il fallait qu'on signe ce contrat. Je te remercie. On a signé le contrat. Mais il a reçu ce qu'il devait avoir. Parce que dans le business, il faut juste savoir faire. Même si tu n'es pas content, il faut régler le compte de chacun. Chacun a eu sa part. Lui qui a facilité. Et ce qui est d'ailleurs normal, ce n'est pas de la corruption. Parce que ça aurait été la corruption si ça avait été donné avant. C'est-à-dire qu'on considère ça comme, on met ça dans les pas d'un porteur d'affaires. Même s'il n'a rien apporté, il a facilité. Il a eu sa part. Voilà à quoi on nous a réduit. On ne croit pas en nous. On croit aux étrangers. Et les étrangers, à un certain moment, vous font croire que, mais attention, vous ne représentez rien. Je peux aller parler avec le président mieux que toi. Mais c'est la même personne qui va parler avec le président mieux que toi, qui va t'insulter par la suite, insulter le président, comme ça s'est fait en France, avec les biens du président Mobian, avec les biens de son fils, comme ça se fait actuellement même. Vous allez voir avec l'affaire Jeff Esther, vous allez voir certains présidents qui sont là à l'intérieur, et on va les tenir au chantage. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça donc que l'Afrique a fait pour être aussi pauvre tout en étant riche. J'ai donc voulu dire que ce message que je passe aujourd'hui, il est valable pour Obiangema Teodoro, mais il est valable pour tous les présidents, pour tous les chefs d'État. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons. L'un des responsables de la NASA est un Camerounais. L'un des responsables de la sécurité aérienne aux États-Unis est un Camerounais. Mais ce Camerounais-là ne peut pas aller travailler au Cameroun. On ne va pas le prendre. Parce que la France va dire que non. Biya va dire, chacun va trouver quelque chose qui ne va pas. Oui, monsieur, c'est ça. Il faut que ça s'arrête. Et quand vous avez des problèmes, vous allez compter sur les Africains quand vous avez des problèmes. Mais pour travailler de l'argent, vous préférez donner cet argent-là aux autres. Vous pensez que quand vous rencontrez un Africain, vous lui donnez $1000. $2000, vous l'avez demandé, je rentre étant content. Vraiment, le père Obiang va donner $2000. Alors qu'il a fait gagner un marché, franchement, de 5 milliards de dollars, 2 milliards de dollars, 2 milliards de dollars, de 500 millions de dollars à quelqu'un d'autre.
Moi, comme il m'a rencontré, on a parlé, il m'a donné $2000. Mon fils va boire un café. Donc, j'ai vu Paul Biya, il a demandé que le directeur de cabinet à Vondoyolo me donne quelque chose là. On m'a donné 2 millions de francs CFA. Vraiment, je suis content. Je n'ai rien à cirer. Absolument nothing. C'est d'ailleurs pour ça que toutes mes plateformes ne sont pas monétisées. Parce que je préfère donner gratuitement de mon expertise à un seul enfant qui me suit que de monétiser, raconter tout et n'importe quoi parce qu'il y a 10 millions de personnes qui vont me suivre. Je m'en fous éperdument. Si je peux sauver la vie d'un Camerounais avec ce que je dis, si je peux sauver la vie d'un Équateur-Guinéen avec ce que je dis, si je peux sauver la vie d'un Tchadien, un Centrafricain, un Équateur-Guinéen, un d'Africain en général, vraiment, je suis heureux. L'argent ne me gère pas. C'est moi qui gère l'argent. Parce que je suis l'argent. La connaissance produit de l'argent. Alors, je voudrais donc vous le dire. Aujourd'hui, Israël est une puissance non négligeable. Pourquoi? Parce qu'elle capitalise son expertise, son intelligence. Vous allez l'aimer, vous n'allez pas l'aimer, mais il faut reconnaître ce qu'elle est. Nous sommes une puissance que tout le monde envie. Nous ne faisons rien pour capitaliser ce que nous avons. On insulte nos présidents, on confisque leurs biens. Qui a déjà confisqué les biens de Sarkozy qui a tué Kadhafi? Qui a confisqué les biens de Chirac qui a pris l'argent du président Gbagbo et ils l'ont jeté en prison? Qui a confisqué les biens de tous ces gens-là qui tuent le président africain? Personne. On confisque nos biens. Et ils le font, tout le monde regarde. Et pour nous défendre, nous prenons encore les avocats chez eux. Et qui portent plainte, ce n'est pas l'État français. C'est toujours des associations qui portent plainte au nom des Équateur-Guinéens, au nom des Camerounais, au nom d'eux. Et la justice suit. On condamne un président, on prend ses biens, on l'humilie dans les médias. Et nous sommes contents. C'est malheureux. Il faut donc arrêter ça. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Autrement dit, ce combat continue parce qu'une Afrique nouvelle est possible. Chacun dans son domaine respectif dans cette Afrique nouvelle, nous redonnerons à l'Afrique ses lettres de noblesse et nous ferons de cette Afrique la capitale du paradis sur terre. Capitale effective. Parce que jusqu'à présent, elle est capitale du paradis. Mais ignorée de certains d'entre vous. Mais nous allons faire à partir de vos comportements, l'expertise de chacun d'entre vous, une capitale effective, réaliste, vivante. Et que chaque citoyen équateur-guinéen, chaque citoyen camerounais, tchadien, centrafricain, ivoirien se retrouve dans cette capitale-là. Non une capitale qu'on retrouve au ciel, que personne ne connaît, et que ceux qui vous montrent le ciel viennent prendre les richesses de la capitale de la terre en Guinée équatoriale, au Cameroun, pour entrer avec en Italie. Nous devons tous en bénéficier. Bien entendu, partager avec les autres, parce que ce sont les biens de la terre. Tout simplement. Alors je saurai toujours compter sur vous. Sur toutes celles et ceux qui pensent que nous pouvons faire de cette Afrique-là une Afrique meilleure, vivre ensemble. Pas une Afrique de débauche, pas une Afrique de crime, pas une Afrique de manipulation, pas une Afrique de détestation. Il y a des gens qui vivent et qui ont le pouvoir sans être président. Nous voulons tous être présidents. Nous voulons tous le pouvoir. Elon Musk, qui n'est pas un Américain de souche, c'est un Sud-Africain. C'est lui qui a fait gagner le président actuel. Il a le pouvoir parce qu'il est capable de décider du sort d'un pays. Elon Musk tout seul, c'est lui qui a donné son satellite pour Internet de l'autre côté en Ukraine. Pourquoi je te dis ça? Une seule personne a donné Internet pour tout un pays. Dans notre pays, l'État n'arrive pas à donner Internet à son peuple. Nous dépendons des autres. Encore des Français. 60 ans plus tard, on n'est pas capable de donner l'eau, de donner l'électricité, de donner la communication.
Nous sommes contrôlés par des compagnies extérieures. Mais nous sommes des présidents. Nous sommes des ministres. Et nous voulons nous éterniser. Il faut que ça change pour que les prochaines générations soient libres. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les immigrants. Le président Donald Trump les fait arrêter ici. Il s'en fout de quel pays tu appartiens. Il vient les jeter là où vous voulez. Il passe son chemin. Vous allez faire quoi? Vous ne ferez rien. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire ça avec l'Iran? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire ça avec la Chine? Pensez-vous qu'il peut faire ça avec la Russie? Ici, aux États-Unis, il n'y a aucun juif qui n'a pas de papier. Ici, aux États-Unis, aucun juif. Il n'y en a pas qui manque de papiers. Il n'y en a pas. Ici, aux États-Unis, il n'y a aucun citoyen des Émirats arabes qui manque de papiers. Ici, là. Alors que la Guinée équatoriale est plus riche que ce pays. Le Cameroun est plus riche que ce pays. Ce pays est tout simplement un peu organisé. Et ceux qui ont organisé ce pays sont les enfants équato-guinéens, sont les enfants camerounais. Il y a plusieurs siècles déjà qui ont fait ce pays, qui ont écrit. Et les règles sont respectées. Ceux qui viennent après, chacun les applique à sa façon. Ne soyons pas des éternels esclaves. Nous pouvons changer les choses. Parler ici fait de moi une target, c'est-à-dire une cible. Je n'ai absolument rien à cirer. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de vous dire ce que j'ai à vous dire. Parce que je sais que ce que j'ai à vous dire, c'est la parole qui soigne. C'est une liberté d'expression qui permet de te dire les choses pour te soigner. Soigner l'ignorance. L'ignorance est une maladie incurable quand on refuse de se soigner. L'ignorance est une maladie incurable quand on refuse de se soigner. Alors elle devient comme la bêtise.